Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous montrer mes 3 lectures de la semaine dernière. Nous sommes lundi. 3 lectures. Donc la semaine dernière, j'ai lu un Agatha Christie. J'ai lu le premier tome d'une saga. Et un deuxième livre d'une autrice que j'ai découvert récemment. Donc on va commencer par Agatha Christie. J'ai lu le roman Ils étaient 10 qui s'appelait avant 10 petits nègres. Vous êtes, enfin si, peut-être que vous ne le savez pas, mais ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, on a tendance à beaucoup changer les titres des romans, voire à les réécrire, revoir les traductions, parce qu'il y a des choses qui ont été écrites il y a quelques décennies qui ne passent plus maintenant, qui ont des préjugés racistes, ou enfin voilà, des thèmes qui sont maintenant plus sensibles. Donc souvent ils réécrivent soit le titre, soit les romans carrément, avec Roald Dahl par exemple. Et donc c'est le cas pour Agatha Christie. Maintenant le roman s'appelle Ils étaient 10. Alors pour l'histoire c'est très très simple en fait. On est dans un, moi j'appelle ça un thriller. Agatha Christie elle est connue pour faire des romans policiers. Sauf que là il n'y a pas vraiment d'enquête policière. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plutôt un thriller. Au début du roman, on découvre 10 personnes qui ont été contactées, qui ont reçu des lettres d'invitation, tous de personnes différentes, qu'elles connaissent plus ou moins bien, qui les invitent à venir sur une île britannique, qui a fait beaucoup parler d'elle parce que certains disent qu'elle a été rachetée par un milliardaire, d'autres par une célèbre actrice. Elle est censée avoir changé de propriétaire, mais personne ne sait qui vraiment a acheté cette île. Et donc ces 10 personnages qui ne se connaissent pas reçoivent un carton d'invitation pour passer le week-end sur cette île. À chaque fois, les autres disent qu'ils se sont rencontrés à tel ou tel moment. Alors les 10 invités ne se souviennent plus très bien, mais ils disent que c'est possible, donc ils décident d'y aller. Donc on les découvre au tout début de ce roman. Certains arrivent en voiture, certains en train. Et ça, j'aime bien les histoires qui se passent en train, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ils arrivent au point de rendez-vous. Ils doivent prendre un petit bateau pour aller sur l'île parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Sur cette île, il n'y a qu'une seule maison. Et donc, ils arrivent sur cette île. Et quand ils arrivent sur l'île, leurs hôtes ne sont pas là. La personne qui les a emmenés avec le bateau leur dit qu'elles ont dû être retardées. Et donc, ils s'installent. Quand ils arrivent dans la maison, en fait, il y en a 8 qui arrivent par bateau, pardon, excusez-moi. Et dans la maison, il y en a déjà 2. En fait, ce sont des employés, des domestiques, voilà, qui sont déjà sur place, c'est un couple. Et donc, ils ont la charge de s'occuper des 8 invités. Donc, ils leur donnent leur chambre et tout ça. Et en fait, ils apprennent très, très vite, ils reçoivent un message disant que en fait, leurs hôtes ont du retard. Voilà, je vais y arriver. Et en fait, ces hôtes ne viendront jamais, jamais, jamais. Et il va se passer des choses très bizarres sur l'île. Ils sont en huis clos parce qu'en fait, le bateau, il repart. Mais eux, après, sur place, ils n'ont pas de bateau. Ils ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. Ils ne peuvent pas rentrer sur la terre ferme s'ils en ont envie. Donc ils sont coincés sur cette île, tout seuls, tous les 10. Et en fait, il va se passer des choses très bizarres. Il y a aussi une histoire de comptine qui raconte que, en fait, au début, ils étaient 10, puis après, ils étaient 9, puis après, ils étaient 8. Donc voilà, il y a une petite comptine qui est affichée dans chaque chambre. Une seule personne en tient compte, les autres, ils l'ignorent totalement. Et j'ai trouvé ça très, très, très bien, ce roman. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que sinon, je vous casse le truc. En plus, on comprend dès le départ ce qui va se passer. Et j'ai bien aimé les petites énigmes qui étaient disséminées dans le roman. D'une part avec la comptine, d'autre part avec les noms qui étaient sur les cartons d'invitation. Ils n'avaient pas tous le même nom et en cherchant un petit peu, ça résout une énigme. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien fait. J'ai bien aimé aussi la fin. Parce que comme je vous dis, c'est pas vraiment une enquête policière. L'enquête policière, elle n'arrive à la toute fin, je crois, dans l'épilogue ou quelque chose comme ça. Et en plus, à la fin, on a la résolution de l'enquête vraiment, mais sans que ce soit par les policiers. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé, même si je pensais le lire plus vite parce qu'il
il faisait moins de 300 pages. Et quand j'ai vu ce petit roman, je me dis bah, ça va se lire vite. Et finalement, j'ai quand même mis 3 jours à le lire. Alors peut-être que j'étais pas non plus dans la meilleure des dispositions. C'était la deuxième semaine après la rentrée, enfin la première semaine après la rentrée. Donc le temps de se remettre dans le rythme de tout ça, j'étais quand même assez fatiguée. Du coup, à chaque fois que je prenais mon livre, je m'endormais dessus. Non pas parce qu'il était pas bien, mais je pense que j'étais vraiment fatiguée. Donc j'ai quand même mis 3 jours à le lire. Je pensais le lire plus vite. Mais c'était une bonne lecture. Je suis contente d'avoir commencé par celui-ci, parce que je pense que c'est le premier Agatha Christie que je lis. Ou alors sinon je n'ai pas le souvenir d'en avoir lu d'autres avant, il y a peut-être très très longtemps. Donc je suis très contente d'avoir commencé par celui-ci qui m'a beaucoup plu. Et donc je vais en lire un autre parce qu'à la bibliothèque la semaine dernière j'ai pris Le Crime de l'Orient Express, donc je ne l'ai pas encore lu. Mais celui-ci, ça fait très très longtemps que j'ai envie de le lire. Il est culte, on en entend beaucoup parler. Et l'Orient Express, c'est un train voilà, qui me fait un peu rêver. J'ai très envie de le lire. Et celui-ci, il est encore plus court. Il fait que 217 pages. Voilà, donc je vais bientôt le lire. Ensuite, j'ai enfin lu le tome 1 de Blackwater, La Crue. Ce roman, c'est pareil. L'année dernière, enfin en début 2023, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas combien de fois. Les personnes qui en parlaient, certaines disaient qu'il était tellement, tellement, tellement bien. Et d'un autre côté, j'avais les autres personnes qui disaient qu'ils avaient été tellement, tellement, tellement déçus. Donc je ne savais pas trop quoi en penser. Je le voyais depuis des mois à la bibliothèque, à la médiathèque. Chaque fois, je passais devant, je dis je le prends pas. Il y avait les 6 tomes. Et j'ai l'impression qu'ils étaient tout le temps là, comme si personne ne les avait empruntés. Alors la semaine dernière, quand j'y suis allée, je dis allez, je tente, il faut le tenter. Je ne sais pas pourquoi il ne bouge pas, donc j'ai voulu les prendre. Et en plus, enfin, la couverture est magnifique. Il y a justement une page à la fin, la toute fin, qui nous explique comment ils ont fait créer la couverture. Et je trouve ça franchement génial. Et même à la fin, sur le dos, en fait, vous avez le prix. Et à côté, je ne sais pas si vous allez voir, il écrit « Merci ». Voilà, les gens nous remercient d'avoir acheté le livre. Et je trouve ça trop trop bien. En plus, on voit le prix 8,40 €. Bon, certes, c'est un format poche. Mais quand même, pour un livre aussi joli, quand on voit qu'il y en a avec des jaspages qui sont à 25-30 € maintenant, juste pour un livre, je trouve ça hyper exagéré. Donc là, le fait que ce soit un format poche, oui, mais aussi beau, il est magnifique. Et avec ce petit merci qui a l'air de rien, mais qui est là, donc ça fait toute la différence. Donc ça, c'était juste pour le côté esthétique. C'est le tome 1 d'une série qui se passe en 6 tomes. Et elle est censée être un petit peu surnaturelle, genre film d'horreur et tout ça. On rentre très 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 vite dans l'histoire. Il fait combien? Il fait 250 pages. Donc c'est pas beaucoup. Mais voilà, ça se lit, franchement, on rentre dans l'histoire, on est tout de suite pris dans le truc. Parce que dès qu'on commence l'histoire, on est dans une inondation. On arrive en fait dans l'histoire... la ville de Perdido a été inondée, la rivière a déferlé sur la ville, elle a tout englouti. Il ne nous reste pas grand chose de la ville, il nous reste l'hôtel qui avait plusieurs étages, donc l'étage le plus haut est encore hors de l'eau. Et je ne sais plus, il y a peut-être un autre bâtiment qui a résisté, mais c'est tout ce qui reste de la ville. Et donc tout le monde a été évacué heureusement, ils ont tous trouvé refuge sur les hauteurs autour de la ville. Et au début du roman, on assiste à une scène, en fait, on a Oscar et Bray qui sont dans une barque, qui vont justement retourner dans la ville pour voir l'étendue des dégâts, ce qui peut être sauvé et tout ça. Et au moment de faire cette ronde, à un moment, Oscar voit quelque chose derrière une fenêtre, la fenêtre de l'hôtel justement. Bray lui dit non, non, il peut rien y avoir, tout le monde a été évacué, on fait demi-tour, on rentre, on va se mettre à l'abri. Et Oscar insiste parce qu'en fait Oscar il est d'une famille riche, de la famille Casquet, et Bray n'est qu'un domestique, c'est un homme noir et du coup bah, c'est pas lui qui a le dernier mot. Même s'ils ont vécu, ils ont grandi ensemble, il y a quand même un rapport de force entre les deux. Et donc Oscar force Bray à aller jusqu'à l'hôtel avec la barque et il découvre dans cette chambre d'hôtel, toutes les autres sont inondées et dans cette chambre-là, il y a une femme qui est assise au bord de son lit. Le lit est fait, les meubles sont tous en place. Il n'y a pas d'eau dans la pièce alors que toutes les autres chambres sont inondées.
Et cette femme dit qu'elle s'appelle, comment elle s'appelle déjà? Elinor, qu'elle est arrivée pour avoir un poste d'institutrice et qu'elle s'est fait surprendre par la crue et tout ça. Bray n'a pas l'air de la croire, mais Oscar a l'air de totalement la croire. Il l'invite à venir sur la barque pour la mettre en sécurité. Elle dit qu'elle a 2 valises, mais l'embarcation est trop petite, donc il demande à Bray après, plus tard, de revenir chercher les valises. Et donc voilà, donc il la met en sécurité. Bray retourne chercher ses valises et en fait il se rend compte qu'il n'y a qu'une seule valise. Donc déjà il trouve ça bizarre. En entrant, au début il veut pas rentrer dans cette chambre, il veut rester dans la barque, juste attraper la valise et repartir. Sauf que quelque chose l'oblige à rentrer, donc il rentre quand même dans sa chambre pour vérifier que la valise n'est pas à un autre endroit de la chambre. Et en marchant sur le sol, il se rend compte que tout est trempé en fait. Et donc il trouve ça vraiment bizarre que cette femme soit là, qu'elle soit restée ici pendant 2 jours, voire 3 jours, sans eau, sans nourriture, et être comme ça, aussi fraîche en fait. Donc il trouve ça bizarre, mais il garde tout pour elle, et il retourne voir Oscar et Elinor, et il donne la valise. Et d'un autre côté, on suit l'arrivée d'Elinor au milieu des autres personnes. Elle rencontre notamment la mère d'Oscar qui s'appelle Mary Love et sa sœur qui s'appelle Sister, des noms un peu bizarres je trouve quand même. Et elles sont bien accueillies, même si Mary Love a l'air de se méfier. En revanche, par les autres personnes, elle a l'air d'être accueillie normalement, aucune suspicion ni rien. Et donc voilà, donc là il se passe quelque chose d'un petit peu, on se dit il y a un petit truc bizarre quand même, on ne sait pas trop quoi, mais on attend la suite. Et au fur et à mesure de l'histoire, on nous raconte ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi cette crue, comment les gens ont reconstruit la ville et tout ça. Mais tout tourne en fait autour de la famille Casquet, qui n'est pas très grande, hein. Je vous ai dit, il y a Mary Love avec ses 2 enfants, Sister et Oscar qui sont adultes. Et il y a aussi James, oui je crois que c'est James, qui est le beau-frère de Mary Love, qui vit seul avec sa petite fille qui s'appelle Grace. Je pense que c'est Grace. C'est une petite fille de 6 ans, je crois, 6-7 ans. Et donc il vit avec son papa, sa maman est dans une autre ville, elle se plaît pas dans cette petite ville de Perdido, donc je crois qu'elle est à Nashville chez sa sœur ou sa belle-sœur, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, elle est absente de la vie de Grace. Et donc tout va se tourner autour de cette petite famille parce que Elinor, elle va être invitée à vivre chez eux par James. Il a une grande maison, elle veut devenir institutrice et en plus lui il n'est pas le directeur de l'école, mais il est celui qui s'occupe dans la ville de gérer l'école. Donc il est quelque chose comme un recteur ou quelque chose comme ça. Donc il lui donne le poste d'institutrice parce que justement une des maîtresses s'en va suite à la crue, elle ne veut plus rester dans cette ville. Donc ça tombe bien, une place se libère comme par enchantement. Et donc puisqu'elle va travailler dans cette école, James lui propose de vivre dans sa maison. Il a de la place, Grace a l'air de beaucoup aimer Elinor, donc elle s'installe chez James et tout ça. Donc je vous raconte pas la suite de l'histoire parce que il se passe pas énormément de choses dans ce tome en fait. On pose des éléments, on nous raconte quelques histoires, on nous plante le décor. Et j'ai trouvé ça vraiment, mais très très bien fait. Il y a quelques petites notes de surnaturel, il n'y a rien de flippant. Quand j'ai raconté le début de l'histoire à mon mari, je lui ai raconté juste avant de dormir, il m'a dit « Non mais pourquoi tu me racontes un truc comme ça qui fait flipper juste avant de dormir ?» Alors que moi ça me faisait pas flipper, mais c'est vrai que peut-être raconter à quelqu'un d'autre ça peut être flippant. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on a des petites choses surnaturelles, on ne sait pas à quoi s'attendre. Finalement, il a été très soft ce premier tome, mais apparemment les suivants sont un peu plus corsés. Donc j'ai hâte de lire la suite. J'ai hésité samedi matin à aller à la médiathèque chercher les autres, mais je me suis dit non, on va attendre mardi, le temps de lire autre chose. J'ai plein d'autres choses à lire, donc je vais y aller petit à petit, bien savourer cette saga. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est très fin, c'est très bien écrit, très bien écrit. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup, mais j'attends de voir la suite pour voir ce que ça va donner. Donc voilà pour Blackwater, le tome 1. Et enfin, j'ai terminé ma semaine avec un thriller noir de chez Noir, Je sais pas, de Barbara Abel. Je vous ai parlé, de Barbara Abel, je crois, juste dans le point lecture précédent, parce que c'est elle qui a écrit Derrière la haine, le thriller que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc là, c'est toujours un thriller, c'est son 11e roman,
Et quand on voit la couverture déjà, voilà, c'est une petite fille qui fait chut avec son doigt, qui dit je sais pas avec une écriture enfantine. Je me suis dit, ça va être glauque. Et en effet, ça a été très très glauque. Dès le début du roman, ça donne envie de refermer le roman en fait. Les premières scènes sont déjà horribles. Enfin, pas horribles au sens... il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence. Enfin, il y a une violence verbale. Voilà, dès les premières pages, il y a des violences verbales entre une fille de 26 ans et son père, juste pour un stylo d'insuline. Je me dis, non, mais c'est quoi ce truc? Je me suis dit, non, ça vaut pas le coup, je crois que je vais pas lire ce livre, en fait, ça a l'air nul. Et après, je me suis dit, en même temps, l'autrice a quand même écrit Derrière la haine, qui était un super roman noir, un super thriller. Je dis, continuez quand même, on sait jamais. Et en effet, tous les personnages sont détestables. Que ce soit, il y a il y a une petite fille et ses deux parents. La petite fille est détestable, le père est détestable, la mère ça va. Mais d'un autre côté, on a une institutrice, pareil, elle est détestable. Ses collègues sont détestables. On a l'amant de la maman, il nous a l'air sympa au début, mais après il devient très vite détestable. Donc voilà, tous les personnages sont détestables à part une seule personne. Voilà, j'ai envie de dire, il n'y a qu'une seule personne qui sauve le truc dans ce roman. Et au début, c'est vraiment dérangeant. Vraiment. On se dit, mais comment une personne peut écrire un roman aussi noir? Et puis après, il y a l'histoire qui se déroule. Et puis, il y a le suspense. Donc, on a envie de savoir la suite. Et au bout d'un moment, on se dit, forcément, ça va être ça la fin. C'est gagné d'avance. Et en fait, même si on voit quand même arriver la fin, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Parce qu'il peut se passer plein de choses entre-temps. Plein de choses très différentes. Et on les imagine pas en fait. Moi j'avais vu une fin mais avec un gros raccourci et en fait il se passe plein de choses avant qui expliquent le pourquoi à la fin. Et même la fin finalement je l'avais pas vue comme ça, elle est moins noire que ce que je pensais. C'est l'aurore du futur qui revient. Je me suis rendu compte en fait je vous ai même pas dit de quoi ça parlait le roman je sais pas de Barbara Abel. Je vous ai juste donné mon ressenti. En fait ce qui se passe dans ce roman, on est beaucoup de choses, enfin la plupart du roman se passe autour d'une petite fille, Emma, je crois qu'elle s'appelle Emma, donc qui vit avec son papa et sa maman. Et en fait, lors d'une sortie scolaire, sortie de fin d'année, toute l'école maternelle sort avec deux instits, une bibliothécaire, le prof de sport, je crois. Et donc ils vont proche d'une forêt. Et Emma elle a un problème avec sa maîtresse. Visiblement, elle l'aime pas, on ne sait pas pourquoi. Elle veut pas faire les activités avec elle. Il se passe des choses dans la journée qui peuvent ne pas être graves, mais en fait, ce jour-là, elle est de très mauvaise humeur, Emma, et en fin de journée, il ne la trouve pas. On ne sait pas si c'est une fugue ou enfin, ce qui s'est passé. Et donc, au moment de retourner au car, ils se rendent compte qu'il manque Emma. Les adultes se renvoient, bien sûr, la balle en disant que c'est de sa faute. Et non, en fait, c'est la faute de l'autre. Enfin, voilà, les guéguerres agaçantes. Et ils finissent par essayer de la chercher. Ils ne la trouvent pas. Et donc, ils sont obligés d'appeler la police. Et donc, ils vont rechercher la petite fille dans la forêt alentour. Les parents sont appelés aussi, donc ils arrivent. Et voilà, donc le roman commence comme ça, sur cette sortie scolaire qui se déroule mal. Et la fugue de cette petite fille dans la forêt, en fait, elle s'est éloignée, elle s'est perdue. Et du coup, les gens vont repartir à sa recherche. Et ça va entraîner beaucoup de choses après. Elle va être retrouvée, heureusement. Mais il se passe des choses dans cette forêt avant qu'elle soit retrouvée qui ont des répercussions sur toute la suite du roman, sur plusieurs personnages et c'est très intéressant. Mais au début, c'est une simple sortie scolaire. Voilà, je pense que je vous en ai assez dit. Bye bye! Donc ça a été un excellent thriller, même si elle m'a mis dans un état d'esprit que je n'aime pas. On était en plein week-end, j'étais avec mes enfants et du coup... j'ai eu l'impression d'être agressive avec mes enfants pendant ce week-end
peut-être juste à cause de ce roman qui m'était dans une... un peu dans une rage en fait. On n'aime pas ces personnages, on n'aime pas ce qui se passe, on n'aime pas ce qu'ils vivent, on n'aime pas ce qu'ils font. Et du coup, c'est assez dérangeant. Donc, je pense que la prochaine fois que je lirai ce genre de roman, je ne le lirai pas en plein week-end avec mes enfants. Peut-être à un moment où ils sont à l'école ou voilà. Peut-être les préserver un petit peu parce que je ne sais pas quel est leur ressenti, je n'aurais pas posé la question. Mais j'ai pas l'impression d'avoir été hyper sympa ce week-end. Voilà. Mais en même temps, le roman est très bien construit. L'histoire est si bien menée. Il y a des parallèles entre plusieurs personnages. L'histoire qui se répète et tout ça. J'ai trouvé ça brillant, mais brillamment noir. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dérangeant, mais comme pas possible. Mais je suis contente de l'avoir lu. Et je confirme, je sais pas comment l'autrice peut imaginer des livres pareils avec des personnages pareils. Parce qu'en plus, comme vous voyez son visage, elle a l'air d'être une femme très douce, très jolie et tout ça. Et imaginer ce genre de roman, je sais pas. Des fois, je me pose la question aussi sur moi-même, pourquoi... Enfin, les auteurs, les amateurs de thrillers, pourquoi on aime ces choses si noires, avec tout tant de suspense, je sais pas. Ça doit révéler quelque chose de notre personnalité, je pense, mais bon. En tout cas, j'ai quand même si j'ai détesté les personnages, j'ai détesté ce qui se passait là-dedans, j'ai quand même beaucoup aimé la plume et l'histoire qui a été créée dans ce livre. Donc c'est assez bizarre, je sais pas vraiment comment vous expliquer ça. J'ai aimé détester ce livre, voilà. Donc Barbara Abel, faut le savoir, si vous lisez ces romans, c'est vraiment des romans noirs. Faut le savoir, faut être préparé, je pense. Voilà. Donc c'était mes 3 lectures de la semaine dernière. Et hier soir, juste avant de me coucher, j'avais un petit peu de temps. Donc j'en ai commencé un nouveau. Qui est aussi un thriller. C'est le mystère de Sammy Went. Oui, de Sammy Went. Qui a été écrit par Christian White. C'est aux éditions de Noël. C'est la première fois que je lis un roman de cet auteur. Enfin, de cette maison d'édition, je crois. Ouais, je crois que c'est le premier. Il est pas très long, hein. C'est un... Ah, quoi. S'il fait quand même 400 et quelques pages. C'est un grand format. Ça se tient bien. C'est facile. C'est agréable à lire, en tout cas. Et... D'après, j'en suis qu'au tout début. Hein, j'en suis qu'à la page 56. Mais dès le départ, en fait, ça se passe en Australie. On a une Australienne qui a une vingtaine d'années, qui donne des cours de photo. Et avant un cours, il y a quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui vient la voir, qui lui dit qu'en fait, il pense qu'en fait, elle n'est pas Kimberley, qu'elle n'est pas celle qu'elle croit. Il pense qu'elle est une petite fille qui a disparu aux États-Unis il y a 28 ans, qui a été enlevée à l'âge de 2 ans de sa famille aux États-Unis. Il lui dit qu'il est justement un ami de cette famille, qu'il a connu cette famille, qu'il était dans la même ville, et qu'il pense qu'elle est, elle, cette petite fille qui a disparu. Et donc voilà, donc au début elle lui dit non, ça peut pas être possible. Mais il a quand même mis une petite graine dans son cerveau, et du coup ça l'a fait cogiter. Donc j'ai hâte de lire la suite, ça se lit super bien, donc voilà, je vous en reparlerai dès que je l'aurai fini. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, à partager, à mettre un like, un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt.